Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Chiraghetti, je suis médecin adjointe aux soins intensifs et puis je suis une des co-responsables de la consultation pour soins intensifs. Je vous remercie pour l'invitation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les résultats préliminaires de cette consultation qui a été mise en place en novembre 2018. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le thème présenté. Je vous propose, pour commencer, une mise en situation. Fermez les yeux, imaginez que vous êtes un patient aux soins intensifs et puis écoutez la vidéo que je vais transmettre. Voilà, donc merci d'avoir joué le jeu. Cette vidéo est un peu pour vous montrer la quotidienneté de nos patients aux soins intensifs. Donc nos patients sont dans un lit, dépendant des autres. Il y a beaucoup de bruit de fond, il y a beaucoup de bruit des alarmes des respirateurs, des alarmes des scopes. Tout ceci, en plus que la maladie de base, plus le fait d'avoir plein de cathéters, peut engendrer chez nos patients de grosses séquelles à long terme à distance du séjour aux soins intensifs. La vision de la médecine intensive, elle a changé les dernières années. La spécialité s'est développée autour de 1940 avec l'épidémie de poliomyélite. Vous voyez ici un premier prototype de respirateur, c'était le poumon d'acier. Et puis à ce moment-là, on avait moins de ressources, moins de connaissances. On essayait de guérir la plupart des malades, mais en fait, la plupart des malades décédaient. Progressivement, avec l'évolution de la médecine, l'évolution des connaissances, on a espéré de pouvoir guérir tous les malades. Puis finalement, on se rend compte que la réalité est que oui, la médecine intensive, elle peut beaucoup. On peut sauver beaucoup de personnes, mais finalement, à quel prix? Parfois, les patients survivent avec des grosses séquelles. Quelle est la qualité de vie de ces malades? Finalement, on se rend compte donc que notre pathologie aiguë peut avoir des conséquences chroniques sur le long terme. Il y a une nouvelle entité qui est en train de se développer de plus en plus en médecine intensive, c'est le syndrome post-soins intensifs, le PICS, comme on dit en anglais. Ce PICS englobe une multitude de symptômes qu'on peut regrouper en 3 catégories. Il y a des symptômes qui sont physiques, des symptômes cognitifs et des symptômes psychiques. Le fait d'avoir un symptôme dans un de 3 groupes nous indique qu'on a un PICS. Ces PICS persister plusieurs mois, voire années après les soins intensifs. Des exemples de symptômes physiques peuvent être une polyneuropathie des soins intensifs qui persiste à distance, des patients qui restent polyneuropathes, et ça peut arriver chez 50% de nos patients qui sont ventilés, chez 30% de nos patients qui restent plus qu'une semaine. Il peut y avoir d'autres symptômes physiques, une baisse des fonctions pulmonaires, une fatigabilité qui persiste à long terme, des symptômes cognitifs comme des troubles de l'attention, des troubles de langage, des troubles des fonctions exécutives. Et puis, pour terminer, des symptômes psychiques comme des anxiétés, des dépressions et des PTSD. Quels sont les facteurs de risque de ce PICS? On sait qu'un délirium aux soins intensifs est clairement lié à une augmentation du risque de PICS. L'immobilité de nos malades également, l'inversion du rythme ictéméral, les corticoïdes, une ventilation à long terme et le fait de ne pas pouvoir communiquer, des contraintes physiques sont tous des facteurs de risque pour ce PICS. Et donc, nous devons agir déjà pendant le séjour aux soins intensifs pour essayer de prévenir l'apparition de ce PICS. La prévalence de la littérature, on sait que plus qu'un patient sur 2 développera ce PICS, aura au moins une de ces 3 composantes. Ceci, comme vous pouvez imaginer, c'est un impact important sur la qualité de vie avec des patients qui parfois nécessitent une institutionnalisation. Et puis, c'est un impact également sur la vie sociale. Vous voyez dans ce graphique, il y a 50% des patients qui retournent au travail une année. Il y en a 30% qui ne retournent jamais au travail. Et tout ceci a un impact également sur le coût de la santé. Vous voyez également que les symptômes type anxiété, troubles cognitifs peuvent persister plusieurs mois, voire années après les soins intensifs. Qu'est-ce qu'elle nous dit la littérature? Cet article qui est apparu le 5 juin de cette année, Intensive Care, les auteurs ont essayé de déterminer quels sont les facteurs prédictifs de mortalité et de séquelles à long terme après les soins intensifs.
L'étude montre qu'à 6 mois post-soins intensifs, il y a seulement 41% des patients qui sont vivants et qui n'ont pas de séquelles. Les facteurs prédictifs de mortalité de séquelles sont l'âge, la sévérité de la maladie et le diagnostic d'admission. Autre grande étude canadienne, 2016, Critical Care, l'étude Recover. Dans cette étude, les auteurs ont évalué les outcomes à une année chez les patients ventilés plus que 7 jours. Et ils ont mis en évidence que si on est plus jeune, donc si on a moins que 42 ans, qu'on fait moins que 2 semaines aux soins intensifs, on aura une meilleure indépendance à une année. À différence des patients plus âgés, plus que 66 ans et plus que 2 semaines aux soins intensifs, qui auront un autre mode de mortalité, plus d'handicap et seulement 30% pourra rentrer à la maison. Dans la même étude, les auteurs ont montré que les symptômes dépressifs et le PTSD étaient présents chez environ 18% des malades à une année. La polyneuropathie des soins intensifs, c'est une vieille étude. Néanmoins, la polyneuropathie des soins intensifs reste encore un facteur important chez nous de séquelles à long terme. Dans cette étude française du JAMA, la prévalence était à 25% des patients de soins intensifs. Polyneuropathie qui est définie par un score MRC, ce score où les physiothérapeutes évaluent la force musculaire. MRC inférieur à 48 égale polyneuropathie. Dans cette étude, 25% des patients présentaient une polyneuropathie et parmi ces 25% de malades qui ont été suivis sur 9 mois après le séjour aux soins intensifs, il y en avait un tiers qui décédait et il y en avait la moitié seulement qui pouvaient rentrer à la maison. Actuellement, la prévalence de la polyneuropathie aux soins intensifs est autour de 15 à 20%. Ça reste, comme je disais, un enjeu majeur. Même s'il y a eu des évolutions, on utilise moins de corticoïdes, on utilise moins de curares, la physiothérapie a bien progressé. Il y a toujours une bonne prévalence de polyneuropathie. Qu'est-ce qu'il en est pour le PTSD? Étude d'Intensive Care 2017, les auteurs ont montré que la prévalence du PTSD était de 10% à 3 mois. Les facteurs de risque du PTSD étaient le rappel des souvenirs délirants, le fait d'avoir été sédaté d'une façon prolongée, des contraintes physiques et des antécédents de pathologie psychiatrique. Finalement, troisième volet du PICS, on a dit c'est les troubles cognitifs à long terme. Donc, cette étude a montré qu'à 3 mois et à 12 mois après les soins intensifs, les patients présentent des troubles cognitifs qui peuvent être légers jusqu'à sévères, proches d'une maladie d'Alzheimer, et ceci dans tout groupe d'âge. Les facteurs de risque, en particulier du trouble cognitif, c'est la présence d'un délirium. Plus le délirium est long pendant les séjours aux soins intensifs, plus les fonctions cognitives sont impactées. Le PICS, finalement, j'ai parlé du PICS des patients. Finalement, le PICS, ça peut atteindre aussi les familles. Les familles souffrent beaucoup du séjour des patients aux soins intensifs. Cette étude du New England 2016 a mis en évidence qu'en phase aiguë, 7 jours après l'hospitalisation des malades, il y avait jusqu'à 67% de proches qui présentaient un état dépressif. Et ceci peut persister à 12 mois encore chez 43% des proches. Finalement, ce PICS nous a paru un enjeu majeur, raison pour laquelle, au sein des soins intensifs des HUG, on a senti la nécessité de créer un groupe de réflexion, un groupe de travail autour de ce PICS et autour de ces patients qui s'appellent les patients PLS, c'est les patients long séjour, c'est les patients qui restent longtemps aux soins intensifs et qui sont plus à risque de PICS. En 2005, il y a eu la création d'un groupe de travail autour des patients PLS. En 2012, un mandat infirmier spécialisé dans le suivi et la prise en charge de ces malades. Et ensuite, en 2016, la création d'une unité USIP, donc unité soins intensifs prolongée par la professeure Serikou, qui a été suivie en 2018 par la création des consultations. Actuellement, l'USIP est une unité transversale sous la responsabilité de 2 médecins, moi-même la doctoresse Heidegger. Il y a une IRES et puis il y a toute une équipe multidisciplinaire de secrétaires, d'infirmiers, d'assistants de soins, de physio, d'ergo, de diététiciennes qui tous s'investissent pour la prise en charge de ces malades. La définition de PLS, patient long séjour chez nous aux soins intensifs, c'est les patients qui sont dépendants des soins pendant plus que 7 jours. Les PLS représentent environ 13 à 14% de nos malades sur une année. Et finalement, comme vous voyez, avec la pandémie Covid, on a une autre augmentation des PLS. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tous les patients Covid qui restaient aux soins intensifs, restaient longtemps aux soins intensifs, étaient tous des PLS.
Les caractéristiques de nos patients PLS, selon des données qu'on a récoltées depuis 2015, c'est des patients qui ont un âge médian similaire aux patients PLS, 60 ans. La plupart, c'est des hommes. Et clairement, ils ont une durée de séjour aux soins intensifs qui est nettement supérieure à la durée des patients non PLS. 14 jours de séjour chez nous. C'est des patients qui vont rester longtemps à l'hôpital. Ils restent jusqu'à 2 mois avant de rentrer à la maison ou d'être institutionnalisés. Et c'est des patients qui, dans un 5e de cas, seront réadmis aux soins intensifs avant de quitter les HUG. Le SAPS, c'est un score de gravité qui prédit la mortalité aux soins intensifs, qui est calculé sur la base de plusieurs paramètres pendant les premières 24 heures. On a un SAPS chez les patients non PLS à 45, chez nos patients PLS, le SAPS est nettement plus élevé à 58, qui prédit une mortalité aux soins intensifs de 64%. C'est des patients qui sont aussi plus vulnérables, avec un score de fragilité qui est dans plus que la moitié des cas supérieur à 4. C'est des patients ventilés plus longtemps, 9 jours versus 2 jours environ. Et puis, clairement, la mortalité aux soins intensifs, normalement, chez tout patient confondu non PLS, est de 7%. Chez nos patients PLS, la mortalité est nettement supérieure. Il y a 12% des malades qui vont décéder pendant le séjour aux soins intensifs. Il y a un autre 8% des malades qui décédera pendant l'hospitalisation. Au total, il y aura 1/5 de nos malades qui décédera pendant l'hospitalisation. Comme vous pouvez bien imaginer, c'est des patients qui ont en réhabilitation et c'est des patients qui sont très dépendants pour les activités de la vie quotidienne à la sortie des soins intensifs. Pourquoi ces patients sont admis dans notre unité? Clairement, dans presque la moitié des cas, la raison de l'admission aux soins intensifs, c'est une problématique respiratoire. Suivent les pathologies cardiovasculaires et neurologiques, neurochirurgicales. Comme vous voyez, en 2020, avec l'arrivée du Covid, les pathologies respiratoires restent et deviennent encore plus prépondérantes. Finalement, pourquoi, après une fois que le patient est aux soins intensifs, deviendra un patient PLS? Première raison, toujours, c'est une problématique respiratoire. Donc, c'est des patients qui nécessitent des séverages respiratoires qui seront longs, des patients qui souvent seront trachéotomisés. Et la deuxième raison, c'est les pathologies neurologiques, neurochirurgicales, avec des patients qui présentent un retard de réveil. Finalement, ça nous a paru important au sein de ce groupe de travail de créer une checklist pour prévenir ce PICS, une checklist qui nous aide de façon quotidienne au lit du malade, qui comprend par exemple des protocoles de sévrage ventilatoire bien établis, la prévention des infections nosocomiales, des mobilisations qui sont plus précoces, et puis une prise en charge également psychologique des symptômes qui peuvent apparaître rapidement chez ces patients. La consultation post-soins intensifs a été créée en novembre 2018. La professeuresse Rikou, qui a lancé ce projet et qui l'a mis en route, avait donné un même colloque du mardi, le 4 septembre 2018. Et elle avait expliqué à l'époque que les objectifs de cette consultation étaient de combler les lacunes de mémoire du séjour aux soins intensifs. En effet, beaucoup de malades, quand on revoit la consultation, viennent et nous disent « Doctoresse, moi, j'ai un trou noir complet dans ma vie pendant 1 mois. » Et ceci, ça peut perturber beaucoup une partie des malades et ça peut causer des séquelles à long terme chez eux, notamment du type PTSD. Une autre raison, évidemment, c'est de détecter les complications spécifiques aux soins. Donc, c'est détecter ce PICS, détecter ces symptômes psychiques, physiques, cognitifs. Et puis, c'est une consultation qui est établie en étroite collaboration avec les médecins traitants. À la fin de chaque consultation, on envoie des rapports à nos collègues. Comment elle se déroule la consultation? Donc, on effectue les consultations à 6 mois et 12 mois. Pourquoi pas avant? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une grande partie de nos malades qui, par exemple, à 3 mois, sont encore hospitalisés ou en réhabilitation. Donc, on a décidé d'effectuer ces consultations à 6 mois. Les patients sont convoqués 1 mois à l'avance. On convoque le patient et les proches. On leur envoie des questionnaires. Aux patients, on envoie des questionnaires sur la qualité de vie. L'US, un questionnaire de dépistage pour le PTSD. Et puis, on envoie un questionnaire HADS pour le dépistage d'une anxiété-dépression. Aux proches, on envoie ces 2 mêmes derniers questionnaires et puis le questionnaire CCFNI, qui est un questionnaire qui permet d'évaluer la perception du proche de la prise en charge du malade aux soins intensifs. La consultation a lieu dure 2 heures. On effectue 3 consultations par jour, ceci actuellement pendant 2 jours par semaine. À savoir qu'avec
la pandémie du Covid, on a dû mettre en suspens nos consultations ambulatoires pendant 6 mois. Raison pour laquelle, une fois qu'on a repris ces consultations pour rattraper le grand retard qui avait été accumulé, on a effectué jusqu'à 15 consultations par semaine, ce qui implique un grand effort organisationnel et je remercie tout le monde pour avoir collaboré. Comment se déroule la consultation? On commence avec, on comble les lacunes de mémoire. Donc, si les patients, bien évidemment, est d'accord, elle nous le demande. Donc, on fait rappel du séjour aux soins intensifs et puis les patients nous relatent les souvenirs, les points positifs et négatifs de leur séjour. Une anamnèse intermédiaire effectuée entre le retour à domicile et puis la situation actuelle. Est-ce qu'un suivi a été instauré? Est-ce que des aides à domicile ont été instaurées? Qu'est-ce qui est apparu dans l'intervalle? Et puis, les questionnaires seront analysés. À savoir que c'est une consultation multidisciplinaire. Donc, il y a un médecin qui l'effectue en parallèle avec un infirmier spécialiste dans cette consultation. Puis, à ce moment de la consultation, il y a le médecin qui reste avec le patient et l'infirmier qui va avec le proche. C'est important d'avoir ce moment de séparation parce que soit le patient, soit le proche peuvent à ce moment-là se libérer et puis nous raconter leurs sensations et les émotions du séjour aux soins. On regarde avec eux les questionnaires, puis on effectue un MMSE à ce moment-là au patient, une échelle de Barthel pour l'autonomie. Ensuite, le médecin effectue un examen physique du patient. Et enfin, on se retrouve tous pour une conclusion. Il n'y a pas d'examen paraclinique pour l'instant pendant cette consultation. Et tout à la fin, il y a nos collègues physiothérapeutes qui nous rejoignent pour effectuer un test de marche de 6 minutes, des fonctions pulmonaires et puis un MRC. À la fin de la consultation, si le patient le souhaite, on lui fera visiter le service. Comme j'ai dit, on envoie un rapport écrit au médecin traitant avec nos résultats, des propositions thérapeutiques. Et puis, lors de la consultation à 12 mois, c'est des consultations souvent qui sont un peu plus rapides, on cible notre consultation sur les propositions faites à 6 mois et les événements intercurrents. À savoir qu'à 12 mois, on ne va pas voir tous les malades qu'on a vus à 6 mois. Les patients qui vont très bien à 6 mois ne seront pas reconvoqués. Comme je le disais, il y a une implication multidisciplinaire. Donc, la consultation est effectuée par les infirmiers spécialistes de la consultation, qui sont les mêmes infirmiers qui assurent le suivi des malades PLS quotidiennement. Les médecins, tous nos 20 chefs de clinique ont été formés et sont maintenant autonomes pour effectuer cette consultation. Il y a 5 médecins adjoints qui effectuent la consultation, soit supervision, soit en première ligne, et notre chef de service également participe. Comme je disais, les physiothérapeutes sont très impliqués. On a une secrétaire qui est dédiée aux consultations. Et puis, il y a un psychologue qui assure un débriefing de l'équipe une fois par mois. Je me demande si la présence d'un psychologue n'est pas nécessaire pendant les consultations dans le futur, et j'y reviendrai après là-dessus. Où elles s'effectuent ces consultations? Dans des locaux, 2 salles qui sont dédiées, qui sont en dehors des soins intensifs. C'est important que les salles soient loin des soins intensifs parce qu'il y a pas mal de malades, il y a beaucoup de malades qui ont des séquelles après des soins type PTSD et qui ne veulent pas revenir aux soins intensifs. Et du coup, c'est important qu'on puisse les voir dans une salle à distance. Il y a tout, bien évidemment, un contexte de facturation et puis il y a un contexte de recherche avec la création d'un registre, d'un REDCap avec l'aide du CRC. Ailleurs, comment ça se passe? Les pionniers des consultations post-intensives étaient les Britanniques. En 2000, les premières consultations ont été développées chez eux. Par la suite, dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Australie. La professeure Ricou, elle était pionnière en Suisse quand elle a mis en place ces consultations aux HUG en 2018. Et puis maintenant, on reçoit de plus en plus de téléphones par des collègues de Suisse qui désirent développer ces consultations dans d'autres cantons. À noter que les motifs et les suivis sont différents. Par exemple, en France, je viens encore d'avoir des collègues récemment de Bordeaux. Eux, ils ne voient pas les patients PLS. En fait, ils ciblent sur les patients qui ont de trauma crânien et qui ont été intubés plus que 48 heures. Et puis en France, toute consultation est effectuée par un médecin en présence d'un psychologue. Une problématique générale est une problématique de ressources, tant pour le problème de locaux que pour le problème de personnel qui assure cette consultation. L'activité de la consultation. Donc, depuis novembre 2018, tableau compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2018 jusqu'à vendredi dernier, on a eu 982 PLS qui ont été hospitalisés dans notre unité.
il y en a 66% qui ont été convoqués. Pourquoi pas la totalité? Parce qu'il y en a qui sont décédés entre-temps, il y en a qui ont été réhospitalisés, il y en a qui sont partis à l'étranger. De ces patients convoqués, on en a vu pour l'instant, et comme je dis, on a encore du retard à rattraper. À la consultation à 6 mois, on a vu 251 patients PLS, qui correspond à 40% environ des patients convoqués. Là aussi, on n'a pas vu la totalité des patients convoqués, parce qu'il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont hospitalisés, il y en a qui refusent le suivi, il y en a qui disent avoir un suivi satisfaisant, et puis il y en a qui sont tellement en mauvais état général qu'ils n'arrivent pas à se déplacer pour faire les consultations. À savoir que dans la littérature, environ 50% des patients seront revus à nos consultations post-soins intensifs. Donc, le chiffre de 40%, en considérant le retard qu'on doit encore rattraper, ne nous étonne pas. À 12 mois, comme je vous disais, on ne va pas revoir tous les malades qu'on a vus à 6 mois, parce qu'à 6 mois, ils vont bien, donc on ne reconvoque pas tout le monde. Donc, pour l'instant, on a vu 68 malades à une année. Chiffre qui m'a beaucoup frappé en faisant ces analyses, c'est que les proches sont présents dans 78% des cas, qui pour moi indique un besoin des familles et des proches aussi de venir à cette consultation et de reparler du séjour aux soins intensifs. Maintenant, quelques données préliminaires qui nous montrent clairement qu'à 6 mois, nos malades présentent des séquelles qui sont importantes. Dans le tableau bleu en haut, la totalité des malades. Le tableau en bas, j'ai mis les données partielles qu'on a des patients Covid. Comme vous voyez, il y a un quart, un cinquième de malades qui présentent un score de fragilité élevé. Et il y en a très peu qui ont une polyneuropathie des soins intensifs définie par un MRC inférieur à 48 à 6 mois. La plupart ont gagné une bonne autonomie. Et il y en a peu qui ont des troubles des fonctions cognitives. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les échelles de dépistage pour l'anxiété et la dépression sont clairement positives. Donc 32%, une trentaine de malades, 30% environ des malades, présentent des signes, des symptômes cliniquement significatifs pour une anxiété, 20% environ pour une dépression. Et pour ce qui concerne le PTSD, il y a un quart de malades qui présentent une échelle US supérieure à 30, qui signifie un gros risque de PTSD. Donc, un quart de nos malades sont à haut risque de PTSD à 6 mois. Chez les patients COVID, selon ces derniers préliminaires, les chiffres un peu plus bas. Dans ce tableau, quelques données supplémentaires que j'ai trouvées intéressantes à vous montrer. On voit notamment qu'il y a 30 à 40% des malades qui présentent des troubles du sommeil après les soins intensifs. Il y en a 40% qui ont besoin encore d'aide à domicile. Et pour ce qui concerne la reprise du travail, il y a 1 sur 2 de nos malades PLS qui a repris un travail à 6 mois, comme on l'a vu également dans la littérature avant. Par contre, les patients COVID passés aux soins intensifs, à 6 mois, il y en a 83% pour l'instant qui ont repris le travail. Il y a une partie des patients, j'étais étonnée bien, qui a déjà un suivi psychologique avant la consultation à 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est des proches? Et là, les chiffres sont encore très frappants. On voit qu'il y a 40% des proches de nos patients, que ce soit pour les patients totaux et les patients COVID, 40% des proches qui ont des symptômes cliniquement significatifs d'anxiété. Et il y a un quart de proches environ qui présentent des symptômes de PTSD. En conclusion, oui, la survie après les soins intensifs, mais quel type de survie? C'est l'importance de plus en plus de réfléchir autour d'une survie de qualité. Il y a de plus en plus cette notion de maladie chronique critique. Et on sait que ce pic est surtout augmenté, le risque de ce pic est surtout chez les patients PLS. À 6 mois, on a constaté des importantes séquelles psychologiques chez les patients et chez les proches aidants. Tout ceci nous justifie et nous renforce dans l'idée qu'il faut suivre de façon rapprochée ces malades en collaboration avec les médecins traitants. Suite à ces conclusions, multiples projets ont été mis en place au sein de l'unité qu'on aimerait développer de plus en plus, notamment la prévention du PTSD pour les patients et pour les proches déjà aux soins intensifs, l'implication des patients partenaires déjà pendant la prise en charge, qui puissent collaborer avec nous pour la meilleure prise en charge de nos malades, des groupes de discussion après les soins intensifs, la présence d'un psychologue pendant la consultation, je pense, ça se discute de plus en plus. L'amplification de notre registre CAP des HUG au niveau national avec tous ces collègues qui nous appellent pour développer cette consultation chez eux, la formation de plusieurs collaborateurs pour ces consultations, etc. Une deuxième conclusion, c'est que je pense que cette consultation est bénéfique à tous les niveaux.
L'acquisition des connaissances via le suivi de ces patients permet d'améliorer les soins aux patients et aux familles et d'atteindre les objectifs souhaitables et souhaités. De donner aux professionnels de la santé du sens au travail. Beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers me disent « Sarah, moi quand je revois les patients à la consultation, je comprends pourquoi pendant 3 mois, on a lutté pour garder en vie ce patient. » Et ça permet de renforcer la cohésion de l'équipe soignante en incluant également les médecins traitants. Ça permet aussi au niveau des HUG que les HUG soient informés sur les résultats d'une prise en charge exigeante, comme ça peut être celle des soins intensifs, et d'évaluer les rapports coûts-bénéfices qu'on apporte à cette population. Et enfin, de transmettre à la société l'évaluation des coûts-bénéfices de la prise en charge d'une minorité des patients qui sont ceux qui passent aux soins intensifs. J'aimerais terminer avec un retour à l'équipe. C'est comme les retours qu'on fait à nos collègues. En fait, après qu'on a vu les patients en consultation, on aime bien raconter à toute notre équipe le devenir de nos malades. Madame I, qui m'a donné le consentement pour vous montrer ces photos, c'est une patiente de 31 ans qui a été hospitalisée pendant 20 jours aux soins intensifs suite à un trauma crânio-cérébral sévère sur un chute à vélo non casqué. La patiente comateuse sur place présentait multiples hématomes épiduraux, des contusions cérébrales, des HSD, et suite à une hypertension intracrânienne, elle a nécessité une hémicraniectomie en urgence. Séjour aux soins intensifs qui s'est compliqué de choc septique, d'origine pulmonaire, multiples autres complications. Et puis elle est sortie des soins 20 jours après avec un Glasgow qui était autour de 13, avec un hémisyndrome à gauche, léger, surtout des grosses séquelles neurocognitives. On a revu Madame I à 6 mois après la consultation, on l'a vue récemment avec son mari, c'est son mari entre-temps. La patiente a une excellente évolution, elle n'a aucune séquelle motrice, les fonctions neurocognitives sont tous redevenues à la norme, jusqu'au point qu'elle a repris à 100% le travail au CICR. Pour remercier les HUG, Madame I a demandé de pouvoir devenir interprète japonaise aux HUG. Je vous laisse cette dia si vous voulez plus d'informations concernant cette consultation. Sur le site des HUG, vous en trouvez. Et puis, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Un article qui avait été fait par la professeure Ricou avec mon chef de service, le professeur Ploujean, dans la revue Medical Science de 2018, résume pour ceux qui sont intéressés quelques informations. Je profite pour remercier tout le service des soins intensifs pour la collaboration dans ce projet, l'unité des soins intensifs prolongés et puis les physiothérapeutes pour leur implication. Donc, une consultation post-soins intensifs, un retour vers le futur. J'ai terminé, je vous laisse la parole et puis une photo de Lugano si jamais vous n'avez pas compris que je suis tessinoise.